Voyez-vous, la raison est, messieurs, une excellente chose. Je vous l'accorde volontiers. Mais la raison n'est rien que la raison. Elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l'homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière. Oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de ménage. Salut, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans un nouveau podcast, qui n'est pas comme le précédent dans la série sur mes voyages, vraiment, mais on va quand même en discuter un petit peu. J'ai des notes là, que j'aurai sans doute pas sous les yeux, qui sont pas plus structurées que la dernière fois, mais le podcast devrait l'être, parce que je m'améliore, voilà, tout simplement. Et on va notamment revenir sur la vidéo que j'ai sortie sur Barbares Civilisés, qui s'appelle « Une histoire d'amour » entre parenthèses, avec une féministe. Quoi de plus ambigu que ce titre? En tout cas, il pourrait être évocateur de pas mal de trucs. Et il l'est pas, voilà. Alors, installe-toi, on va pas parler que de ça, on va parler de tous les sujets dont j'ai envie, c'est mon podcast ici. Voilà. Donc je fais ce que je veux. Comme je disais, installe-toi, fais-toi ta boisson préférée là pour ma part. C'est un café noir. Et de la meilleure qualité, c'est une entreprise géorgienne que j'aime bien. On va donc parler un peu de Turquie, un peu de religion, en fait ce sur quoi est le podcast. Puisque tu ne l'as pas manqué, mais le mot amour avait une majuscule à amour, et c'était donc la notion religieuse plus que voilà, parce que là, j'en suis à expliquer le titre, c'est une catastrophe, hein, vraiment tout le peu d'âme artistique qu'il y avait dans la vidéo s'évapore. Il y a un jeu de mots. C'est même pas un vrai jeu de mots, mais c'est une histoire d'amour, parce que je raconte vraiment une histoire d'amour, c'est juste que l'amour qui m'a été révélé là, et qui est intéressant, et que j'essaye de partager, c'est l'amour christique, quelque part. J'ai ça avec moi. Ce que je portais dans la vidéo, ça vient de Belgrade, c'est pas pour rien, tout est réfléchi. La musique, c'était réfléchi aussi. Juste avant, en intro, normalement, tu avais quelques mots de Dostoïevski, pas de lui directement, l'enregistrement aurait été dégueulasse, mais de Carnet du sous-sol, qui est lu par, ce sera sans doute dans la description, sur la raison et la volonté. Sujet qui arriveront en fin de vidéo. On va commencer par du léger, parce qu'en fait j'ai pas mon café encore dans le sang. La caféine n'est pas encore arrivée. Donc là on se lance sur un podcast, on va essayer de le faire en une fois, et ça devrait le faire. Comme je te dis, on progresse un petit peu. Et on va commencer par des anecdotes. Je suis pas sûr d'en avoir parlé en fait, de ces anecdotes sur Istanbul, qui sont donc autour du voyage. Non, on est dans le thème un peu. On est dans le thème, j'ai dû sortir la vidéo hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à la sortir. On peut faire une petite parenthèse là-dessus pour commencer. Comme tu le vois, il y a 2 ans de décalage entre le moment où je le vis et le moment où tu en entends parler. J'en avais parlé à des amis. Sauf que émotionnellement, c'était puissant. Spirituellement, c'était puissant. J'étais pas là, prêt à en parler comme ça. Mais il fallait quand même que ça sorte, et ça m'a fait le plus grand bien. Vraiment, je me sens plus léger. Ce qui s'est passé dans ce processus, entre le moment où je le vis et j'ai une envie de l'exprimer, et le moment où j'arrive réellement à l'exprimer sous la forme que je veux, ce passage-là, ça s'appelle la résistance. C'est quand il y a une volonté artistique et de dire quelque chose qui est vrai, il y a une résistance qu'on commence à ressentir qui est équivalente. Comment dire ça? À la vérité qu'on veut dire. On parle de la vérité du cœur, là. Voilà, on est là-dedans. Il y a une résistance équivalente qui vient souvent de la tête. La volonté, elle vient plutôt du cœur, et la résistance, elle vient plutôt de la tête, avec tout type de rationalisation de pourquoi on ne devrait pas en parler là, ou
des phénomènes qu'on appelle perfectionnisme, procrastination, voilà, ce genre de choses. C'est bien connu, ça empêche l'action. Et il faut se faire un peu violence, alors pas toujours en fait, parfois juste c'est pas le moment que ça sorte, et parfois il faut se faire un peu violence. Ça c'est des sujets que j'aimerais traiter plutôt sur une autre chaîne, hein. J'en ai un tas, donc ça tombe bien. J'ai notamment la chaîne Simon Bavastro, sur laquelle il devrait y avoir du nouveau, voilà, en rapport avec ça. Ça, et pourquoi pas la dopamine dont on va parler à la fin. Et oui, non mais on va y venir un petit peu, parce que je l'ai évoqué dans la vidéo aussi, et c'est pas pour rien. Quand je parle du vouloir et du vouloir et de la raison, la dopamine vient là-dedans, parce qu'en fait, le désir et le vouloir, neurochimiquement, on est pas loin de la dopamine. J'ai pas fait d'études en ça, d'accord ? Pas de diplôme là-dessus. J'en ai pas besoin pour en parler. Donc ouais, on reviendra là-dessus, mais commençons avec quelques anecdotes sur Istanbul. Donc j'ai expliqué dans la vidéo, hein, les raisons pour lesquelles j'allais là-bas. Les présentations vont se faire avec cette ville et elles sont un peu laborieuses. Vraiment, il y a une sorte de déception. Mais là-dedans, il y a aussi de belles rencontres. Pas seulement celles dont je parle là, mais dans cette résidence, en fait, il y avait des gens un peu du monde entier, et notamment un petit groupe avec lequel j'étais, quand on était à la résidence en tout cas, groupe arabophone constitué d'elle, l'égyptienne, mais de Palestiniens aussi, et sans doute d'autres que j'ai oubliés, mais eux, c'est ceux que j'aimais bien. Pourquoi je parle d'eux ? Parce que, premier phénomène un peu anecdotique, mais dont on peut parler à Istanbul, le racisme. Parlons du racisme turc. Il y a là-bas, dans ce semi-orient, une identité et une volonté qui est turque, et qui a pris en fait historiquement pas mal de place. Qui a déplacé des populations, fait des nettoyages ethniques, et autres, et ils s'en sont finalement pas mal sortis par rapport à ce qui devait être leur lot en tant qu'Empire ottoman. Est-ce que c'est la seule racine de la détestation entre les Turcs et les Arabes ? Non, sans doute pas, il y en avait d'autres, mais en tout cas, il y a cette espèce de tension, et je me suis retrouvé un peu au milieu de ça. Mes préférences là-dedans, elles comptent pas tellement. Moi, je suis autre, hein. Je suis vraiment un occidental, je suis un français. Mais il faut le dire quand même, le Levant, arabisé, est quand même plus subtil que la culture turque, qui, même si elle a été assez homogénéisée, est quand même multiple politiquement. On va en parler après de ça. Mais ouais, déjà, il y a ces espèces de divisions-là. Et la fille dont je parle dans la vidéo, qui est égyptienne, subit ce racisme de plein fouet, hein. Vraiment, elle m'en a parlé. C'est les Turcs, dès qu'ils comprennent... Parce que physiquement, c'est pas si simple de distinguer les gens là-bas. Avec l'Empire ottoman, il y a eu un tel brassage ethnique que tout ne se vaut pas, hein. Évidemment, les peuples sont reconnaissables. Mais ça peut être compliqué. C'est plus quand les Turcs entendent parler arabe qu'ils se ferment et qu'ils ont... en tout cas, plutôt pour les Istanbouliotes. Il va y avoir pas mal d'a priori, à raison et à tort, mais qui sont dus aussi à la culture turque moderne. Là, tu n'es pas sans savoir que c'est Erdogan qui est au pouvoir. Et ça, c'est pas vraiment... Istanbul ne s'est pas levé d'un coup pour élire Erdogan. C'est pas une ville qui est particulièrement sur sa ligne. Mais c'est là où je vais grossièrement scinder l'identité politique turque en deux. On va dire qu'il y a plutôt ceux qui sont pro-Erdogan et ceux qui sont... C'est compliqué pour un Français, mais on va dire que c'est l'équivalent du Parti Socialiste français. Mais vraiment, je veux dire, ils vont retrouver un petit peu les mêmes mots. Et on leur doit notamment du progrès
social. Les Turcs leur doivent du progrès social. Euh, et c'est un pouvoir qui est assez fort sur la rive asiatique. En tout cas, dans le coin là de Kadikoy où je suis, qui est sur la rive asiatique et qui est même... Bon, c'est un plus petit quartier vraiment euh, de type centre-ville. Et avec ce positionnement politique, il y a un peu un côté anti-religieux. Il y a quand même des parallèles à faire avec la France parce que on va retrouver le même type de... J'ai rien d'autre qui me vient que bouffeur de curé, mais comment ça s'appelle? Petit manque de vocabulaire là, voilà. Mais bref, on voit un petit peu la culture chez les socialistes français qui a contre la religion d'État, pas d'État, pardon, la religion de notre nation, le christianisme. Et là, ça va être un peu la même chose contre l'islam. Et donc, eux vont avoir un a priori négatif face aux Arabes qui sont souvent un peu plus islamisés. Pas comme chez nous non plus. Bon, chez nous, déjà, ils sont encore moins arabes que eux sont arabes, mais je dis chez nous, je parle notamment des Nord-Africains qu'il y a en France. Mais ouais, les Levantins vont quand même être plus. Parce que c'est cette immigration qui a pas mal à Istanbul, Syriens, Palestiniens, euh, peut-être un peu de Libanais, pas tant. Mais eux vont être un peu plus tournés vers la religion. Et pour cette frange-là, en tout cas d'Istanbul, pour eux, c'est un retour en arrière. Et il y a un côté ouais, rétrograde. Je donne un peu ce contexte-là. C'est anecdotique, mais c'est pour... comment pour apporter déjà un petit peu de nuance sur la vision qu'on pourrait avoir de Sainte-Sophie et sa conversion en mosquée. On va dire que la frange socialiste, elle est plutôt du côté, d'ailleurs il y avait des représentations de lui partout, du côté Atatürk, euh, même si tout le monde se revendique d'Atatürk parce que c'est un héros national là-bas, même Erdogan va se revendiquer d'Atatürk, mais il fait... il est en contradiction avec ce qu'Atatürk a promu et la manière dont il a développé la Turquie. Et ouais, la volonté de transformer Sainte-Sophie en mosquée, c'est vraiment un truc d'Erdogan, et donc plutôt des conservateurs, moi que j'ai rencontré sur la rive européenne, et notamment dans un quartier que je te conseille absolument pas. D'une manière générale, je te conseille pas Istanbul, hein, mais on va y revenir. Et ce quartier-là que je te conseille pas, c'est le Fanar, pas le Fanar, pardon. Ça c'est le quartier grec, mais c'était pour aller dans le Fanar que je suis passé par le Fatah. Et d'autres quartiers avec des mosquées là-bas, et notamment des quartiers... Je sais pas si c'était vraiment salafiste, mais disons qu'il y avait une application de l'islam plus forte que dans le reste d'Istanbul. Faut pas que je l'oublie, lui. Donc ça se dessine un petit peu comme ça, c'est une ville qui est relativement divisée, mais aussi parce qu'en fait il y a de la liberté, donc forcément il y a eu de l'immigration, du multiculturalisme et plusieurs aussi opinions, comment dire, une multiplicité des opinions politiques. C'est aussi un modèle, le modèle turc, qui a été... c'est impressionnant le nombre de points communs qu'il y a entre la révolution turque nationaliste et la révolution française de 1789. Et eux, leur révolution du siècle dernier, en fait, quand l'Empire ottoman, l'aristocratie ottomane, euh, leur fait perdre des terres, et en fait, ça va assez mal, notamment après la Première Guerre mondiale, pour l'Empire ottoman, et comment ces espèces de révolutionnaires nationalistes récupèrent leur pays. Et on passe comme ça à la nation turque. Je sais que j'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais en y repensant, je trouve ça toujours intéressant comme... ouais, en fait, ces révolutionnaires ressemblent aux nôtres, et ils prennent même exemple sur notre Révolution française. C'est un truc maçon, évidemment, d'un côté comme de l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que le Istanbul est ému par des forces, et en tant que Français, je ne me reconnais en aucune d'elles. Même s'il y a ce point commun entre les deux, ça reste un nationalisme turc.
et la volonté de recréer un empire ottoman comme Erdogan, même si il n'est pas encore en train d'annexer des terres, que ce soit la volonté de l'empire ottoman ou la volonté de la nation turque, ça m'est tout à fait étranger, parce qu'en fait même les Turcs qui ont, les nationalistes turcs, qui ont, comme Atatürk, transformé Sainte-Sophie en musée, ce qui est qu'on pourrait qualifier de respectueux, même s'il y a d'autres raisons pour lesquelles il fait ça, et il essaye de détacher l'islam de la Turquie, en fait. Parce que il veut sortir la Turquie du désert. Et là, Erdogan veut ramener la Turquie dans le désert. C'est un peu comme ça qu'il est vu par ses détracteurs là-bas. Ouais, même les nationalistes qu'on pourrait dire plus compatibles avec nous, en fait, c'est les mêmes, pas tout à fait les mêmes, mais c'est dans ce même groupe et cette même volonté progressiste, rationaliste de nationalistes turcs, qu'ils ont fait un nettoyage ethnique de l'endroit. Et on arrive au point, la raison pour laquelle je te conseille pas d'aller à Istanbul, c'est parce que on peut leur reconnaître qu'ils ont pacifié l'Anatolie. C'est vrai que c'est plutôt... c'est une zone qui était partagée par plein de communautés, et ils l'ont pacifiée. Comment? En l'homogénéisant ethniquement. Et d'ailleurs, les derniers conflits qui restent, c'est avec ceux qui n'ont pas... ceux qui n'ont pas génocidé, en fait. Hein, ceux avec qui ils n'ont pas fait de nettoyage ethnique, qui sont les Kurdes, et en se disant que ouais, mais en fait, quelque part, ils vont s'assimiler en fait à la nation turque. Encore aujourd'hui, ils ont du mal avec eux, mais pour ce qui nous concerne, nous, occidentaux ou chrétiens, on a juste été... En fait, il y a eu des pogroms jusqu'en 1955, des derniers Grecs qui avaient à Istanbul. Voilà. C'est comme ça que ça s'est terminé, parce que il y a eu, comme on dirait aujourd'hui, une fake news. Une fake news sur un attentat qui aurait eu à Thessalonique sur la maison d'Atatürk. C'était pas vrai. Et ce seul attentat a justifié le fait de pas seulement virer tous les Grecs, parce que les déporter c'est une chose, mais évidemment des crimes, des destructions de milliers de commerces, enfin vraiment les pogroms à l'ancienne, mais en 1955. Ça, je sais pas pourquoi tout le monde s'en fout, le fait qu'on ait été viré de terres sur lesquelles ces gens habitaient depuis toujours. Et je veux dire, je l'accepte, simplement, on a aujourd'hui une terre qui est vide de vie. Ou en tout cas, une terre qui n'a plus tellement d'intérêt, et en fait, si on a une estime assez haute de l'homme, on ne peut que déplorer ce que devient l'Anatolie. Voilà. C'est triste. Si tu veux aller manger des kebabs à Istanbul et acheter des faux Gucci et des faux... des collaborations que tu ne verras que là-bas, hein, du Gucci North Face, des trucs comme ça, c'est l'endroit pour... En fait, c'est l'endroit pour acheter toutes les merdes en plastique possibles. Qu'est-ce qui peut se faire? Et bouffer du sucre. J'ai évidemment des alternatives à te proposer. Aujourd'hui, tu ne peux plus voir Sainte-Sophie comme je l'ai vu la première fois, ce que je décris, et qui était assez impressionnant en fait, parce qu'on y arrive du sol, et c'est là qu'on aperçoit vraiment sa grandeur. Ça, voilà, à moins que tu sois, en fait, soit que tu sois musulman, soit que tu fasses semblant de l'être pour te retrouver à l'intérieur, tu devras passer par en haut et t'acquitter de 27 €, quel que soit ce que vaut 27 € en monnaie turque, et tu n'auras pas le droit de prendre de photos ni de vidéos, sauf avec ton téléphone. Voilà, il faut vraiment que ce soit avec un appareil médiocre. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait poussé à acheter un iPhone, celui-ci là. C'était le 15 Pro. Avant, j'avais jamais les derniers iPhones, mais là, j'étais agacé de ne pas pouvoir
capturer ça, parce que ce qu'il y avait dans la vidéo là, les plans à l'intérieur de Sainte-Sophie, la première fois j'y suis allé juste avec mon téléphone parce que je pensais pas filmer, et j'ai juste pris des vidéos, je crois, à la verticale, et la seconde fois, j'ai dû aussi filmer avec un iPhone un peu plus vieux en fait que j'avais, et donc bon, ça fait tâche, on va dire que ça fait partie de l'histoire, quoi. Ça fait partie de ce voyage-là et de cette anecdote que je te donne, mais ouais, j'aimerais même avoir quelque chose de mieux, et encore une fois, je te conseille pas en fait d'aller là-bas. Je pense que financer cet état, c'est la pire idée possible. La propriétaire, ici, mon appartement, qui est géorgienne, quand on lui avait dit qu'on irait à Batumi, qui est une ville en fait qui est collée à la Turquie, elle nous avait conseillé d'aller au monastère de Soumela, qui est en effet une performance. Je crois encore une fois que c'est par les Grecs. Ouais, je crois pas que... Oui, c'est ça. C'est absolument magnifique. Je dis une performance, mais en fait c'est un somptueux monastère à flanc de montagne. Et en fait, ce que je lui avais répondu, c'est la même chose que ce que je te conseille pour Sainte-Sophie. Il faut aller là-bas, en fait, il faut aller à Trabzon, qui est la grande ville à côté de Soumela. Et c'est des lieux qui sont morts, c'est des lieux qui sont utilisés comme des musées au mieux. Là, je crois pas qu'ils aient fait une mosquée quand même du monastère de Soumela, mais ouais, au pire des mosquées, enfin au mieux ou au pire, j'en sais rien. L'un comme l'autre, en fait, font perdre la valeur au lieu, ou en tout cas de l'intérêt de le visiter. Et surtout, je veux pas financer cet état-là. Voilà. Pas envie de financer non plus l'État français, c'est pour d'autres raisons. Mais quels États est-ce que tu peux financer? L'État très dysfonctionnel de Serbie. Non, pas parce qu'il est dysfonctionnel, mais parce que les images que j'ai utilisées dans la vidéo, en tout cas pour les images notamment de l'église qui ressemble un peu, qui est toute blanche, mais qui ressemble à Sainte-Sophie, elle y ressemble sur la forme, sur les plans, et surtout sur les mosaïques à l'intérieur. Alors plus aujourd'hui évidemment, parce que la plupart des mosaïques de Sainte-Sophie avaient été enlevées, mais comme je le décris dans la vidéo, à un moment, Sainte-Sophie était remplie de ces mosaïques et donnait une impression très forte que, je pense, tu peux retrouver à Sainte-Sava. Donc qui se retrouve, je sais plus si je l'ai dit, mais ouais, bon, c'est dans le centre de Belgrade, c'est en Serbie. Si, en tout cas, tu es à la recherche, tu as un attrait esthétique, on va dire, pour Sainte-Sophie. Il y a évidemment plein de reproductions, chacun dans les Balkans est allé de son style pour des reproductions pas identiques. Là, celle-là ressemble pas mal de Sainte-Sava, mais des déclinaisons d'églises romaines orientales, on va appeler ça comme ça. Mais de ce style byzantin-là, oui, il va se retrouver. Je vais te donner d'autres exemples après, notamment grâce aux nouveautés de la Roumanie, avec... Comment ça s'appelle? Celle du Sauveur du Peuple, quelque chose comme ça. J'avais parlé de la Roumanie précédemment, et lorsque j'y étais allé, en fait, elle n'était pas encore ouverte. On va faire la parenthèse tout de suite sur l'église, dont je me souviens plus exactement le nom, mais qui était en travaux lorsque j'y étais. Elle se trouve derrière le bâtiment monstrueux, le palais là, bureaucratique horrible de Bucarest. Et elle se trouve derrière, et il se trouve que c'est une des plus grandes églises orthodoxes. Je crois qu'elle a... Alors, ça dépend si tu comptes au sol ou en mètres cubes. Bref, c'est un des plus grands édifices orthodoxes qui a été réalisé, et il vient d'être terminé là, il y a seulement quelques semaines. Ça peut être intéressant. En fait, cette zone, d'une manière générale, est assez intéressante parce qu'elle a connu des choses dont on s'est bien passé en France, mais qui arrivent, qui sont les invasions islamiques et la bureaucratie, mais pas que le communisme, quoi. Le communisme sous plusieurs formes, évidemment, pas la même à Bucarest et à Belgrade. Mais pour revenir sur Belgrade, quand je parle de reproduction de Sainte-Sophie, c'est pas c'est pas une reproduction parfaite de Sainte-Sophie, pas du tout. Par contre, la Vierge et l'enfant, dont je parle
dans cette vidéo et qui sont centrales dans cette vidéo, euh, elles ont été reproduites quasiment parfaitement dans une des absides de Sainte-Sava. Voilà. Et tu pourras voir non pas un musée ou une reconversion en mosquée, mais une église très vivante. Ça, c'est un autre point assez intéressant chez pas mal de pays orthodoxes, mais notamment les Serbes. C'est leur foi. Et c'est quand même différent de rentrer dans une église dans laquelle tu as pas que des vieux et des touristes boomers comme chez nous. On a les plus belles églises, hein, il faut le dire, mais la population, je dis ça aussi parce que j'y vais pas à la messe. Et à la messe, j'imagine qu'il y a de tout. Mais, mais sinon, je veux dire, les églises, elles sont tout le temps ouvertes. Et qui y va? Les touristes, naturellement. J'ai rien contre ça, hein. Je trouve ça super. Les boomers, ils parlent fort un peu. Ils parlent fort dans les églises. Ils trouvent ça beau, mais ils respectent pas trop. Et, et sinon, des gens croyants, mais qui souvent sont assez âgés. C'est pas le cas en Serbie. Tu vas pouvoir retrouver des gens qui ont la vingtaine et qui font 3 fois leur signe de croix, les signes de croix orthodoxes, là, dans l'autre sens. Devant des icônes qui les embrassent. Il y a quelque chose de vivant. Et évidemment, c'est une question de sensibilité esthétique, spirituelle. On est gâté en France. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut en France. J'avais un intérêt pour plein de raisons vers l'Orient, mais disons que ce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé à Istanbul. Ou on pourrait dire que sinon Istanbul m'a donné ce que je cherchais. Euh, C'est-à-dire que je sais qu'ils ont réussi à tuer cette vie qui m'intéressait là-bas. Et c'est la raison pour laquelle je te recommande ces autres pays. Il y en a d'autres que j'ai pas cités, hein. Évidemment, il y a la Géorgie, pays dans lequel je vis là. Euh, Sans doute l'Arménie, simplement je connais pas l'Arménie, mais enfin j'y suis pas allé. Euh, la Grèce que j'ai découvert assez récemment. Alors je sais que tout le monde, depuis que je suis petit, j'entends des gens qui partent en vacances en Grèce. Voilà. Je- j'ai attendu, j'ai attendu 30 ans, je ne sais pas encore. Mais j'ai attendu longtemps avant de découvrir ça, j'en suis absolument ravi. Et ce côté romain, encore une fois, je vais dire romain oriental, on va parler comme ils parlent là-bas, et comme ils s'appelaient eux-mêmes, ce qu'on a appelé les Byzantins. euh, ouais, ce côté-là, il est vivant en Grèce. Il est vivant dans le Caucase, dans une partie des Balkans. Mais la Turquie, voilà, ce n'est pas chez moi, ça ne me concerne pas, et ils ont bien réussi leur projet, voilà, leur projet finalement. À propos de cette vidéo, parlons aussi un petit peu de la fille, puisqu'elle n'est pas issue de Turquie, mais d'Égypte. L'Égypte, j'ignorais à quel point c'était un trou à merde avant qu'on en discute en fait, hein. Parce que j'ai rajouté un peu à l'arrache dans la vidéo le fait qu'il y a une grande majorité des femmes là-bas. On est sur du 90%. 87 qui déclarent avoir été excisées. Et c'est un chiffre qui est actualisé et en fait qui est plutôt bas, qui est plutôt bas 87 par rapport à avant. Petit point sur l'excision, voilà, rubrique féministe du podcast. C'est pas vrai, il n'y a pas de rubrique féministe, mais petite explication quand même, parce qu'on ne sait pas toujours de quoi il en retourne. Ça peut être un peu sombre, et pourquoi ça t'intéresse, pas juste euh, pour l'Égypte, mais parce que tes impôts maintenant financent aussi la réparation de ce genre de barbarie. Puisque, en fait, comment c'est pas seulement à l'occasion du voyage à Istanbul que ça m'a touché, c'est déjà quand j'étais dans mon pays, en France, en Seine-Saint-Denis, il y avait à l'hôpital non seulement de la sensibilisation, mais aussi comment on pourrait dire, un petit bloc, bref, des gens qui étaient formés à réparer
les conneries du tiers-monde. Voilà. On va venir, en fait, tu vas comprendre pourquoi il faut les réparer quand tu vas comprendre ce que c'est que l'excision. C'est une mutilation génitale du sexe féminin, et c'est les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris qui sont enlevés, il y a une ablation de toutes ces joies. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'excision ? C'est assez intéressant, important de comprendre ce que c'est. Voilà, déjà parce qu'on y est confronté maintenant en France. Je veux dire, il y a ça. Souvent, ce qui se passe, c'est en Afrique noire, en Afrique noire, c'est large l'Afrique noire. Mais si tu demandes à une intelligence artificielle de te faire le top 10 des pays qui pratiquent l'excision, c'est la plupart des pays d'Afrique noire, et qui sont au-dessus en termes de pourcentage de l'Égypte, bien au-dessus. Ce qui se passe généralement, c'est des voyages, en gros, je parle pour les filles françaises, ou en tout cas qui ont les papiers français, ou qui vivent sur le sol français, qui ont subi ces excisions-là. Ce qui se passe, c'est petit voyage au bled, organisé. C'est fait là-bas, non pas par des médecins. Ouais, c'est pas une opération qui se fait sous anesthésie, hein, c'est quelque chose de traditionnel. Donc, on peut imaginer la douleur. C'est fait comme ça à l'arrache. Et après, elles reviennent en France. Et puis, j'imagine, en fait, quand tu comprends ce que c'est... c'est dégoûtant, quoi. Non, c'est dégoûtant. Quand tu comprends ce que c'est, tu peux imaginer qu'il y a des... Ça s'infecte vite, voilà, ce genre de choses. Et alors, pourquoi ils font ça ? On n'est même pas censé se poser la question de pourquoi ils font ça. C'est un truc d'attardé, hein, je le dis. C'est un truc d'attardé, mais visiblement, c'est dans ce sens-là que va aller la France, donc allons-y. C'est pour qu'elle soit plus pieuse, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je blaguais un petit peu au début en disant la rubrique féministe, mais réellement, en fait, on a ramené sur notre sol des gens qui pratiquent ça. Ok, très bien. Et de l'autre côté, les Blancs, ils se posent des questions sur, en fait, c'est quoi les questions à la con qui pourraient se poser ? Questions de genre, qui dérivent sur, est-ce qu'on peut même laisser parler J.K. Rowling ? Parce qu'en fait, J.K. Rowling, elle considère qu'un homme est un homme et une femme c'est une femme. Bref, ce serait pas très sympa pour les trans. Elle a écrit Harry Potter, qui est un chef-d'œuvre. Et donc, nous, il faut qu'on boycotte. Voilà, c'est ça apparemment le féminisme. Alors je sais qu'il y en a plein de types. Je sais que y en a qui s'occupent des vrais problèmes. Là, je comprends bien que ma vidéo, elle est collectif Némésis compatible, hein, sur ce type de problème. Et en fait, ça me fait de la peine. Voilà, pour parler d'elle un petit peu, je vois passer ce qu'elles font. C'est intéressant, mais c'est comment ? Ça me peine que ça devienne nécessaire en France. C'est un féminisme du tiers-monde. Là, la fille dont je parlais dans la vidéo était féministe, égyptienne. C'est du féminisme du tiers-monde. Les problèmes face auxquels elle est, c'est des trucs qu'on a réglés depuis avant le Moyen-Âge, normalement, nous. Depuis, on a fait plein de trucs. Voilà. On a fait des vrais grands progrès, je veux dire, faire voler des avions 2 fois la vitesse du son, des trucs comme ça. On doit pas... C'est très déprimant, en fait, de revenir à des problèmes de gogol comme ça, que ce soit l'excision ou le harcèlement dans les transports, des gens qui abusent. J'utilise le mot abuser, tu sais très bien quel mot j'évite d'utiliser sur YouTube, mais des gens qui abusent d'autres femmes carrément dans les transports, des trucs comme ça. Même si c'est pas la majorité de ces problèmes-là, mais je veux dire, on a assez de problèmes de ce type-là, d'abus, dans notre propre pays et dans notre propre communauté, pour pas ramener des gens qui pratiquent ça. Et on va en venir à une notion, la notion du white savior. Pourquoi je parle avec cet anglicisme un peu dégueu du white savior ? Parce que je voudrais pas que ma vidéo soit mal interprétée.
Comme je t'ai dit, l'histoire d'amour dont je parle, elle est spirituelle et religieuse. C'est l'amour de Christ que j'ai compris. Je distingue ça des petits flirts et de cet amour-là un peu plus futile, même si la forme de l'histoire, c'est ça. Le fond de la vidéo n'est absolument pas de dire qu'il faut sauver les gens de cet enfer, notamment les femmes qui subissent ça. En Égypte, ils sont combien de millions ? Beaucoup. Ils sont plus nombreux que nous, je crois. C'est énorme, l'Égypte. 90% d'excisés. C'est pas que l'excision, le fond de la vidéo, c'est qu'elle a été aussi mariée de force et abusée quand elle était petite. Mais c'est un pack, voilà, ça va ensemble. Ça s'appelle le cauchemar d'être une femme, encore plus quand on est jolie, et ça t'est offert quand tu nais là-bas. Est-ce qu'on doit les sauver ? Il y a plein de blancs qui disent oui, et c'est pour ça, le white savior, il faut que je dise d'où ça... Pourquoi est-ce que ce terme m'est resté en tête ? Et la raison pour laquelle je veux éluder absolument toute ambiguïté à ce sujet. J'ai fait une erreur, j'ai lu des commentaires. C'était il y a longtemps, c'est dire. C'est le moment où j'ai fait la vidéo sur le Liban. J'avais juste donc c'était des commentaires Instagram. Généralement, je lis pas les commentaires. Sauf que sur Instagram, en fait, ça t'est mis en notification quand t'es dessus. Et donc j'avais mis là-dessus juste une vidéo d'introduction. J'avais isolé l'introduction de la vidéo sur le Liban. Je l'avais isolé et mis en format vertical sur Instagram. J'avais balancé ça, histoire de faire un peu de promo. Il se trouve que ça avait marché. Et ce que ça veut dire quand ça marche, c'est que plein de gens y ont accès. Hop là, j'avais oublié ça. Plein de gens y ont accès. La vidéo est présentée à des gens teubés qui scrollent, et les gens teubés qui scrollent vont commenter. Et un commentaire était passé, un pavé. Déjà, arrête de te fatiguer à faire un pavé sur Instagram, que j'avais pas vraiment lu, mais dedans, ça devait être une fille qu'on va appeler Juliette. Voilà, on va appeler Juliette parce que c'est souvent, désolé pour les Juliette, mais c'est souvent vous qui cassez les couilles après avoir fait de l'humanitaire, et qui vous remettez en question, et qui ont des gros problèmes moraux de femmes. Et donc, cette femme-là, en gros, dans la vidéo d'introduction du Liban, je déplore un peu ce qu'il est devenu. Et elle m'avait accusé, je vais te dire pourquoi ça m'est resté en tête, elle m'avait accusé d'être dans le white saviorisme. Voilà, elle utilisait des petits mots comme ça. Et qu'est-ce que c'est que le white savior ? Parce que ça restait en tête, j'avais à peu près l'idée de ce que c'était, mais j'ai demandé à ChatGPT. Et je sais pourquoi ça m'est resté en tête. C'est parce que c'est à la fois un peu vrai et à la fois complètement faux. Mais surtout complètement faux. En tout cas, je veux non seulement avec cette vidéo pas encourager ça. Et puis, tout simplement, j'ai pas envie qu'on pense ça de moi. C'est pas vraiment... Enfin, comment dire ? Je n'essaye absolument pas... Je considère pas que les Blancs ont besoin de se rattraper moralement de quoi que ce soit. Et c'est pas ce que j'essaye de faire. Mais je sais que la morale, c'est un truc qui travaille quand même beaucoup de Blancs. Et notamment, ceux qui sont devenus fous, des gens de gauche. Comme elle. Voilà, on va partir du principe qu'elle est de gauche parce que ça y ressemblait. Alors pourquoi ça m'a énervé ? Déjà, ce commentaire-là, et en fait le problème quand tu t'énerves contre un commentaire, c'est qu'il reste dans ta tête, et qu'il habite un peu dans ta tête. C'est pour ça que j'écoute pas trop les commentateurs. Déjà, ça m'énerve parce qu'en fait, quand je parle du Liban, moi je vais pas là-bas faire de l'humanitaire. J'ai une plutôt haute estime des gens que je vais voir là-bas. Je vais voir de la famille d'ailleurs. C'est ça, moi, que je suis allé faire. De 1. De 2, ça m'agace un peu qu'elle exclue le Liban des whites. En me disant que moi je suis le white savior, genre ils ont besoin de moi pour se sauver. Non, les Libanais se sauvent. S'ils se sauvent du pays, ils partent. Et ils n'ont pas besoin de moi. Avec leur état bien corrompu. Oui, elle exclut d'office le Liban des whites, alors qu'on va dire qu'il y a un panel là-bas. Il y a quand même un panel, et dans ce panel, il y a des gens bien plus blancs
que moi, hein, je le dirais même, si on relativise le fait d'être blanc. En tout cas, ils le sont plus que moi. Un exemple connu en France, c'est GMK. Mais tu croiseras là-bas un peu de tout, en fait. N'importe quel Européen pourrait être libanais. Et le Liban, par des mauvais choix et des guerres perdues, a été rattrapé lui aussi par le désert, comme la Turquie est rattrapée par le désert. Donc voilà, vraiment conseil, ne pas lire les commentaires. Il y a des fous, ils savent pas de quoi ils parlent. Là, c'était un extrait sur Instagram. Cette conne, elle sait pas de quoi elle parle. Elle pense qu'elle va se racheter en me traitant de white savior ou quelque chose comme ça. Et ne pas lire les commentaires parce que ça rend fou. Comme je le suis là, quand je te parle de ça. Et ça se fait une place dans ta tête. Et ces gens ont vraiment un gros problème au niveau de leur morale. Cependant, il est bon quand même de rappeler que le fond de la vidéo, pour les gens qui liraient de travers, c'est pas de sauver les femmes, les pauvres femmes arabes ou arabisées, de cet enfer-là. Cet enfer, il y est pour une raison, c'est un drame. Elle s'est sauvée, et tant mieux. Mais même si elle s'est sauvée, je n'ai jamais envisagé de porter cette souffrance sur mes épaules. Je l'ai vu dans ses yeux, ce n'était pas mon lot. Évidemment que j'ai eu de la peine, évidemment que j'ai eu de l'empathie, mais ne t'accroche pas à l'enfer qu'a créé l'Orient. L'Orient, c'est relatif, mais cet enfer-là. Parce que l'Égypte, c'est pas que ça, hein. C'est pas que de l'excision, des mariages forcés, c'est un système de loi. C'est pas exactement la charia, mais c'est basé plus ou moins sur la charia. Et comment dire, je respecte toutes les assauts qui aident les chrétiens d'Orient, tout ça, c'est très bien, mais c'est des pratiques qui sont aussi, par exemple, chez les Coptes, là-bas. Donc, la charia les considère comme des espèces de dhimmis, ils sont des sous-citoyens là-bas. Mais il n'empêche, je suis anti-white savior. Je pense que ça a été une énorme erreur. Je pense qu'on a accueilli sur notre territoire le mal qui était censé fuir les gens qu'on aurait dû accueillir. Et d'ailleurs, qu'on n'accueille pas, ça c'est assez bizarre, hein, au niveau de l'immigration française, il faudra que je comprenne ça un jour. On n'accueille pas les gens qui ont vraiment besoin de notre aide et de vivre dans un autre contexte. Beaucoup de gens en France sont anti-immigration et ils ne le seraient pas si on n'avait pas la pire politique que j'ai jamais vue d'immigration. Pire, peut-être pas au niveau de l'Angleterre, mais voilà, ce genre-là. Là, en fait, on nous force, c'est ça qui m'agace, voilà. On nous force à des débats de merde. Et des débats auxquels je rentre dans la danse, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais parce qu'on va parler d'autres choses et sur d'autres chaînes, d'autres de mes chaînes, on va parler aussi d'autres choses. On a besoin de sortir de ces débats de cons. Et je comprends que les Français soient là-dedans parce qu'on nous y a forcé avec une population qu'on nous a ramenée, qui nous ramène des trucs de gogol. Le fait que l'excision soit une question en France, c'est une question d'attardé qui nous a été imposée. Même le voile. Là, je vois tous les journalistes, ils parlent, alors le voile, est-ce qu'on peut, au-dessus du nez, les yeux cachés ou pas, est-ce qu'on peut voir les mains, est-ce qu'elle a le droit de l'enlever quand elle mange? Je sais qu'ils discutent pas de ça, mais en fait, ils nous posent des questions de gogol alors qu'on a fait le Concorde. Voilà. Les whites, ils sont plus savior, là. Ils sont un peu fatigués, pas parce qu'ils ont fait le Concorde, ça c'était super. Vraiment, on a excellé, on a fait des trucs super. 2 fois la vitesse du son. C'est un exemple, mais je prends un exemple récent. Et là, eux qui ont fait le Concorde, on leur dit alors, faut enlever les petites lèvres, les grandes lèvres et le clitoris. On nous impose des débats de merde, voilà. Et le voile, c'est la même chose, ça ne devrait même pas être un débat en fait. C'est un truc qu'on a géré depuis le Moyen-Âge. Et les petits relativistes qui vont dire oui, mais
et souvent en plus qui utilisent leur propre exemple. Du type, oui, quand ma grand-mère allait à la messe, elle mettait un petit foulard. Un petit foulard autour de la tête, c'est pas la même chose. Arrête, putain de relativité. Ça, c'est vraiment... C'est un des vices des Blancs. Passons. Non mais avançons, parce que je dis qu'il faut pas avoir ces débats. J'ai ces débats-là. J'en parle un petit peu. Mais c'est pour te dire, relève-toi. Ne rentre pas dans ce trou à lapin de con, là. Et surtout, pour répondre, voilà, je me mets à répondre au rageux qui avait dit White Savior. Pour répondre là-dessus, non, le blanc doit arrêter d'essayer de sauver des gens qui n'ont pas envie de se sauver. Ils font leur truc d'attardé. Là-bas. Parce que ça n'a pas d'autre nom. Laisse-les. Laisse-les. Continue à faire des Concordes. C'est ça qu'on veut voir. Avion commercial, hein, parce qu'on a fait plus de 2 fois la vitesse du son. C'était plus des avions militaires. Mais en fait, non seulement il fait 2 fois la vitesse du son, mais le truc est magnifique. L'avion est très beau. Bon. Voilà pour les whites. Donc ça me permet un peu de recadrer le tir au cas où j'aurais été mal compris, parce que je serais mal compris par ces vidéos. Elle devait être encore plus implicite à la base, dans ma volonté folle d'artiste fou. Je voulais un truc à peine compréhensible. Et en fait, j'ai quand même essayé de le rendre digeste et l'imager. Mais même avec tout ça, en fait, il y a des gens qui n'ont pas de glande pinéale, il y a des gens qui ont des niveaux de dopamine trop bas, et donc ils sont avec leur triste cerveau en dépression en train de dire mais c'est pas rationnel, c'est pas possible. C'est pour ça que je t'ai mis un petit passage des carnets du sous-sol de Dostoevsky en introduction. Et je vais le remettre en outro, je vais le remettre, ne t'inquiète pas. Tu dois pouvoir le trouver sur YouTube, sinon je te l'enverrai. Par la lettre. Abonne-toi à la lettre. C'est le premier lien en description. Bon, après avoir dit beaucoup de mal de l'Égypte, pour en mettre un petit peu d'eau dans mon vin et une autre mauvaise interprétation qu'il pourrait y avoir de la vidéo, comment dire ça ? Un système... C'est pas vraiment un système, mais notre société dont je parle, qui se base sur l'amour, évidemment, c'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas une société qui se base entièrement sur l'amour et une société qui se base entièrement sur la peur et le contrôle. C'est des tendances. C'est là où je veux mettre de l'eau dans mon vin, mais pas trop d'eau dans mon vin, parce qu'il y a quand même 90% d'excision, donc c'est des tendances qui sont assez fortes. Chez nous, il n'y a pas ce genre de truc. Peut-être qu'il y a des Roms qui faisaient ça, mais je veux dire, la France fait pas ça pour autant. Pour ce qui est de se passer du libre arbitre ou ne pas ériger la liberté comme... ne pas faire passer la liberté avant tout, évidemment que les Français ont leur tort aussi. Mais dans une bien moindre mesure. Et en plus, il y a une autocritique. Ça, c'est un autre truc important. Quand je dis qu'elle a été mariée de force et abusée, c'est un truc qui n'est pas remis en question en Égypte. En France, quand on fait des trucs de gogol finis comme ça, on se fait condamner. Voilà. Il y a la remise en question morale, tout le monde te dit plus ou moins que t'es une merde, à peu près tout le monde est d'accord pour ça. Et oui, en fait, on a un système juridique aussi qui émane de ça. Là-bas, tu ne déclares pas... Déjà, se faire exciser, c'est normal. Le mariage forcé, c'est normal. Et le fait de se faire abuser... Tu vas aller dans un commissariat, ils vont te réabuser. Voilà, ça c'était pour l'instant nuance, qui a finalement été pas si nuancé que ça. Hein. Finalement, on a juste enfoncé un peu plus le clou pour dire notre autocritique, enfin ces problèmes et ces trucs de gogol qu'on fait encore en France, c'est pas anecdotique, mais c'est quand même des trucs qui sont minoritaires, et on s'occupe de ça. On sait que c'est pas bien, sous tous les angles, c'est-à-dire sous l'angle juridique, c'est pas bien, moral, c'est pas bien, même dans notre culture, on s'est beaucoup... là, il faut quand même réhabiliter un truc, parce qu'on s'est énormément moqué des gens du Nord, en disant qu'ils étaient consanguins, et que voilà, il y avait
comment on peut formuler ça, encore une fois. Bon bref, des adultes qui abusaient des gens de leur propre famille. Peut-être que c'est légèrement surreprésenté dans le Nord par rapport au reste de la France. Mais aie un peu de courage et regarde une carte du monde là où la consanguinité et ce genre de truc, ça existe vraiment. Voilà. C'est pas chez nous. Donc, des choses contre l'amour et la liberté du Christ qui nous a ordonné, on en a fait. On en a fait. Mais c'est plus de l'ordre de l'exception que de la règle. À l'inverse de ces coins là-bas. Donc voilà, pas de white saviorisme, un peu de relativisme, mais pas trop quand même. Mollo les blancs sur le relativisme. Mais ouais, mais c'est ça le problème de pas suivre les notes. Non, juste un petit point quand même sur le... je reviens, après on va conclure sur cette vidéo et un peu avec Dostoïevski sur ce podcast plutôt. Parce qu'en plus j'ai même plus de lumière là, il y a plus de saison, ou il y a des saisons plutôt, il y a des saisons, avec l'hiver la lumière baisse de plus en plus rapidement. Ouais, au lieu d'aller voir Sainte-Sophie et de filer 27 € au gouvernement turc, tu vas en Serbie, Belgrade, tu vas voir Sainte-Sava, magnifique. Là-bas, au lieu de filer 27 €, parce qu'en fait c'est une église, donc tu rentres, il n'y a pas de question d'argent, c'est vulgaire de parler d'argent à l'église. Mais ils te vendent quand même des icônes. Ils vont pas le faire gratuitement, sois pas con. Non mais, tu vois, donc tu y vas, tu te ressources, grand café avant. Alors, grand café, c'est pas qu'une expression. Tu as là-bas, vraiment là c'est mon petit conseil voyage. Voilà, j'ai déjà conseillé la Serbie, parce qu'en fait il y a plein d'autres trucs. De Belgrade, tu peux te prendre un petit tramway et aller à Novi Beograd, dont j'ai déjà parlé. L'ultime quartier brutaliste, si ça t'intéresse, et évidemment. Voilà. T'as aussi une mosquée là-bas, elle n'a aucun intérêt. Aucun. C'est une petite mosquée sunnite qu'ils ont posée quand ils se sont fait envahir par les Turcs. Mais ils l'ont gardée et ils ont respecté le fait que ça reste une mosquée, quand même. Non, voilà, il y a eu un peu de respect. Ce qui n'enlève rien à la haine qu'ils peuvent avoir contre les Turcs. Hein. Ça, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Parfois, on peut l'oublier un peu parce que la haine qu'ils ont contre les Croates et les Bosniaques a tendance à éclipser. Mais leur haine est multiple. Ils en ont plein. Ça me fait penser au début de Mea Culpa de Céline, podcast qui va devoir arriver très vite. Très vite, en fait, évidemment qu'il y a un petit podcast littéraire, tous ne le seront pas, mais certains. Voilà, il y a des podcasts voyage, il y a des podcasts littéraires, celui-là l'est pas tant que ça. Et donc ouais, tu te fais ton petit voyage là-bas. Le logement, il coûte pas grand-chose. Et en fait, je veux dire, dans les 27 €, que Erdogan t'aurait escroqué pour que tu rentres dans un truc que les Turcs n'ont pas construit. Là, t'as une église que les Serbes ont construite, qui ressemble à Sainte-Sophie, qui est pleine d'or, comme l'était Sainte-Sophie. Sainte-Sophie Prime, voilà, tu vas retrouver un peu un air de Sainte-Sophie Prime avec des gens qui croient. À la sortie, tu te prends une petite icône, en souvenir, ou alors tu prends une image de la Vierge que t'offre à ta mère, voilà. Tu peux te prendre un kebab, à 3 €. Et la nuit du Airbnb à quelque chose comme 20 balles. Voilà, moi c'est ça ce que ça m'avait coûté là-bas. Donc c'est ça, en fait voilà, c'est parce que j'étais revenu au plan et il y avait là-dedans il fallait bien qu'il soit déstructuré ce podcast. Il y avait là-dedans des notes et je crois que j'avais oublié de te faire cette recommandation de voyage. Donc là-dedans t'as tout. Et pourquoi je te parle du Grand Café ? Évidemment le Grand Café c'est important parce que ils ont gardé la seule chose qu'il faut garder de l'Empire ottoman, c'est-à-dire le café, comme ça, qu'on va appeler café à la serbe. Ici, café à la géorgienne. En Grèce, café à la grecque. En Turquie, café à la grecque. Non, mais tu vas te chercher un pot de café là-bas, pas un sachet plutôt, que tu peux faire dans les pots de café. Évidemment, dans ton Airbnb, il y aura de quoi faire du café comme ça au pot. Et tu prends la marque Grand. Tu prends le corset, le Strong. Voilà.
Elle est là, ma recommandation. Tu t'en fais un grand verre, bien fort, avec 2-3 cuillères. Tu marches jusqu'à Sainte-Sava, sans écouteurs. Tu essaies de te concentrer un peu sur l'instant présent. Et là, on va arriver au point de la dopamine, en fait. C'est la dopamine qui va te faire comprendre des trucs essentiels. Là, tu rentres à Sainte-Sava, et c'est là que tu comprends. Alors, évidemment, le conseil que je te donne là, plus sérieusement, il a plein de variantes. La caféine, ça peut être plein de choses. Le café, c'est l'idéal. Je te le dis, le café, c'est l'idéal, mais ta quête de spiritualité, la voilà. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de prendre des substances illégales que tu vas trouver en Amérique du Sud, même si le café, on l'a trouvé en Amérique du Sud aussi, mais là tu vas pas avoir besoin de prendre ces substances-là illégales pour avoir un trip avec un chef Maya là, qui va te faire comprendre des trucs sur la vie. Il suffit d'une quantité suffisante de café et aller à Sainte-Sava. Voilà. Elle est là, l'illumination. Et l'illumination, oui, elle peut s'atteindre si tu rehausses tes niveaux de dopamine et que tu arrêtes de taper ta dépression, ta petite déprime de con, là. À utiliser ta dopamine n'importe comment, c'est précieux. C'est précieux. La dopamine discount, c'est le diable. C'est nul. C'est nul. Arrête de regarder de la pornographie immédiatement, scroller, regarder des trucs de con. La dopamine, c'est très précieux, et ça a un lien avec la citation de Dostoïevski, évidemment, parce que le vouloir, elle est au cœur du vouloir, au niveau endocrinien. Et quand, dans ce merveilleux livre, il te parle de la raison, c'est une critique, quand il te parle de la raison et du vouloir, et qui dit que, in fine, c'est le vouloir qui domine. C'est pas simplement que ça domine, c'est que la raison dépend elle aussi du vouloir. Elle est secondaire. Voilà. Et je sais que mes whites, mes blancos, comme dirait ce bon Manuel Prime, ils ont une tendance à faire passer, et c'est dans ce sens-là qu'est allée notre civilisation aussi, mais on a une tendance à faire passer la raison avant tout. C'est très bien la raison. C'est très bien, mais ne pas oublier le vouloir. Et la compréhension religieuse de l'amour, tu peux y accéder sans doute par la raison. Et je sais qu'il y a des mecs qui font ce travail-là au niveau rationnel, de défendre la religion d'un point de vue rationnel. Ça m'intéresse pas tant. À la limite, si je suis alcoolisé et que j'ai en face de moi ce genre d'athée à QI, des athées surperformants intellectuellement dans des soirées, là ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais en fait tu te rends compte qu'au final c'est plus des affects que la raison qui le pousse à ne pas croire. Et que il y a les vérités de la tête et les vérités du cœur. Et que les vérités du cœur, ce genre-là de vérité, tu peux pas tellement y accéder si t'es déprimé. Si tes niveaux de dopamine sont trop bas, ou du moins si elle est trop stimulée par des trucs qui n'ont pas de sens. Sainte-Sava, ça a un sens. Sainte-Sophie, ça avait un sens. Elle a toujours un sens, elle est éternelle, mais le café, c'est juste un booster de sens. Ça aide, voilà. Ça aide. En fait, tu vas avoir une meilleure réception à la dopamine. La compréhension va se faire mieux. Mais voilà, c'était pas sponsorisé par l'Office du tourisme de Serbie. C'est d'ailleurs peut-être pas le pays. Je veux dire, tu peux faire exactement la même chose ici, peut-être en mieux pour la. Je dis ici en Géorgie, parce que c'est ici que j'habite maintenant, et il y a clairement plus de charme, selon moi, à Tbilissi qu'en Serbie. Je sais pas pourquoi j'ai sorti la Serbie, parce que c'est là peut-être que j'ai eu certaines révélations, et puis parce que c'est plus proche de la France.
c'est un des pays les plus à l'ouest qui va avoir cette dimension orientale dans sa culture et dans sa spiritualité. Mais en Géorgie, tu as exactement la même chose. Tu as l'excellent café que je viens de me faire, des églises qui sont absolument magnifiques et qui, comme beaucoup de pays orthodoxes, ils continuent à en construire. Donc il y a cette vie, et elles sont habitées aussi, comme en Serbie. Quand je dis elles sont habitées, il y a de la vie. La vie qui a disparu de l'Anatolie. Est-ce qu'il y a un dernier point à aborder ? Évidemment, les explications de Dostoïevski, ce sera pour une prochaine fois, ou même peut-être pour une autre chaîne. Idem pour les explications sur la dopamine. Là, simplement, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, réduis les sources de dopamine de con que tu as dans ta journée. Ça aussi, on va y aller plus en profondeur, mais là, tu dois pas trop avoir de mal pour identifier les dopamines de con que tu as aujourd'hui. Réduis-les, remplace-le par une dopamine plus saine, et si t'as pas d'idée là, c'est tu te remplis un grand verre de café, tu vas marcher sans écouteurs, t'essaies de te concentrer sur l'instant, et tu rentres dans une église. Voilà. C'est ça, le plan d'aujourd'hui. Tu peux même écouter ce podcast en y allant. J'avais dit pas d'écouteurs, le type commence à se contredire. Ça tourne toujours. Ok. Et on est à peu près sur le format... On va pouvoir clore ce format. Je crois ne rien avoir oublié. Je disais donc qu'on va rester sur un rythme hebdomadaire de ce format-là. Et voilà, si j'ai d'autres choses à dire, ce sera dans la description ou la prochaine fois. Ciao. Voyez-vous, la raison est, messieurs, une excellente chose. Je vous l'accorde volontiers. Mais la raison n'est rien que la raison. Elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l'homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière. Oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de ménage. Et même si notre vie n'apparaît souvent pas très propre sous cet éclairage, elle est quand même la vie, et pas seulement une extraction de racines carrées. Moi, par exemple, je veux vivre de façon absolument naturelle, pour satisfaire toute mon aptitude à vivre, et non pour satisfaire seulement toutes mes aptitudes rationnelles, c'est-à-dire juste un 20e et encore de toute mon aptitude à vivre.